Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Elle y est indisponible en description. Allez, let's go. Alors, si vous ne le savez pas encore, j'ai eu le plaisir et la chance d'aller débattre sur le Média pour tous face à Étienne Chouard à propos de la crise sanitaire et des vaccins. Ouais, parce que bon, je travaille de temps en temps pour le Média pour tous. Eh oui, il faut bien mettre la daronne à l'abri. Bref, l'expérience en elle-même, elle a été passionnante. Vous le savez sûrement, mais j'ai un grand respect pour les travaux d'Étienne Chouard sur la démocratie, la constitution, le tirage au sort. Étienne, cœur sur toi. Et c'est d'ailleurs ces travaux-là qui m'ont poussé à faire ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, dès qu'il se fait attaquer par les médias dominants, eh ben je suis le premier à prendre sa défense. Après la diffusion du débat, je me suis rendu compte, bon, déjà, que je m'en suis pris plein la gueule. Oui, qui était un peu prévisible. Heureusement, Vincent et toute son équipe m'avaient prévenu avant, pendant et après le tournage de l'émission. Donc Vincent et toute son équipe, cœur sur vous. Ce qui me rassure quand même dans toute cette histoire, c'est que j'ai eu des félicitations et des soutiens de plusieurs vidéastes, dont un vidéaste sceptique qui fait partie des piliers du scepticisme français sur YouTube. Quand t'as des soutiens venant de mecs comme ça, forcément ça équilibre un peu la balance. Ça fait plaisir. Mais surtout, cette expérience, elle a mis en lumière une scission assez déroutante entre les démocrates, je dirais, alternatifs, pour pas dire le vilain mot qui énerve tout le monde, et les démocrates sceptiques. Quoi qu'il en soit, il me semblait assez intéressant de revenir sur quelques passages de ce débat, concernant certains arguments et certaines affirmations d'Étienne. Alors, je peux pas revenir sur tout, parce que la vidéo ferait 3 heures, mais je voulais surtout revenir sur un passage où, à mon sens, j'ai clairement merdé. Et vous allez voir, ça pourra aussi vous servir si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Quelle que soit votre position, ça pourra vous servir. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Donc ça fait, le recul en fait on l'a sur cette technologie-là, il existe, ça fait plus de 20 ans qu'on teste sur l'homme. Mais moi j'ai vu passer des alertes de scientifiques dont c'est le métier, des gens de Pfizer qui disent il faut arrêter, ça va trop vite, on est en train de déconner. Alors là ça va être assez rapide parce que j'ai tenté de rechercher ces alertes en question venant de Pfizer apparemment, mais j'ai absolument rien trouvé. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'ai rien trouvé. Donc jusqu'à preuve du contraire, là ce qu'il dit, ça se base sur rien. Mais peut-être que je me trompe. Sur certaines maladies, elle donne des résultats incroyablement bons. Et puis sur d'autres, c'est effrayant. On colle la maladie aux gens. On vient de coller la polio à des enfants en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, au Soudan, il y a une épidémie de polio qui est une épidémie vaccinale. Alors là, c'est problématique. Parce qu'à l'écouter, on croirait qu'on colle la maladie à des gosses et qu'il y a une véritable hécatombe. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis sur d'autres, c'est effrayant. On colle la maladie aux gens. Mais ce mot-là, il est polysémique. Et il peut aussi bien désigner un grand nombre de cas qu'un risque de propagation de cette maladie. Je rappelle avant toute chose que la polio a été pratiquement éradiquée en Afrique, justement, grâce au vaccin. Ce dont parle Étienne ici, c'est bien une épidémie, oui. Mais dans le sens où, effectivement, il y a quelques cas recensés qui peuvent provoquer une propagation du virus. Mais les cas sont généralement constatés dans des zones où le niveau de vaccination est extrêmement faible, voire inexistant. Ce risque-là, il est réel et il est contrôlé par l'OMS. Et surtout, c'est rien comparé aux centaines de millions de vies sauvées justement grâce à ce vaccin. Donc quand il dit il y a une épidémie de polio qui est une épidémie vaccinale. C'est extrêmement simplifié et alarmiste. Et ce genre de fausses informations, c'est relayé par des sites alternatifs. Les effets secondaires des vaccins, c'est quelquefois 5-10 ans après. Alors ça, non. Les effets indésirables des vaccins se manifestent quasiment systématiquement quelques jours après l'injection. Et à ma connaissance, après la mise sur le marché de centaines de millions de vaccins depuis plus d'un siècle, les effets secondaires sur le long terme sont inexistants jusqu'à preuve du contraire. Et dans tous les cas, même s'il est possible qu'il y ait un jour des effets secondaires sur le long terme, la pharmacovigilance, la phase 4, elle est là justement pour surveiller ça. D'ailleurs, on a eu le cas pour le vaccin H1N1 qui provoquait de la narcolepsie au bout de quelques mois. Mais ça, c'est du moyen terme. Et même pour ce vaccin-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il se trouve que l'incidence de la narcolepsie avait aussi augmenté dans les pays qui n'avaient pas reçu ce vaccin. Parce que, en réalité, les problèmes de narcolepsie, c'était dû à une protéine virale. Donc provoquée aussi par la maladie elle-même. Un exemple tout simple, en Chine, en 2010, environ 6 mois après l'épidémie, il y a eu environ 3 fois plus de narcolepsie que les autres années. Le problème, c'est qu'il y avait seulement 4% des Chinois
fois qui étaient vaccinés. Et pourtant, l'incidence de la narcolepsie était 3 fois plus élevée. En gros, et d'après les études sur le sujet, le risque d'être atteint de narcolepsie après la vaccination était de l'ordre de 2 sur 100 000. Et c'est sensiblement la même chose pour ceux qui chopaient le virus naturellement. Donc, de la même manière qu'il est très peu probable un jour qu'on découvre que la Terre est plate, il est très peu probable qu'on découvre des effets secondaires sur le long terme. Puisque pour le moment, attention, écoutez bien, ce n'est jamais arrivé. Ce qui m'a bouleversé, c'est le livre de Gherardi qui s'appelle Toxic Story et qui est tout à fait remarquable. Hein. Alors là, oui, et à mon avis... Alors pourquoi je souris là? C'est le livre de Gherardi qui s'appelle Toxic Story et qui est tout à fait remarquable. Alors c'est vrai que d'un point de vue de la communication, j'aurais pas dû avoir ce type de comportement, c'est vrai. Mais bon, moi ce jour-là, j'étais entouré d'Étienne Chouard, Vincent Lapierre, Victor Dédage. Moi ce jour-là, j'étais au max, quoi. Je kiffais ma life. Hein. Les caméras, moi j'avais oublié, quoi. Mais voilà en gros pourquoi j'ai souri quand il a prononcé son nom. Parce que ce petit loustic là, je le connais. J'en avais déjà entendu parler il y a quelques années. J'avais déjà vu ses travaux quelque part. Et son livre là, il se base en grande partie sur ses travaux à lui. En gros, ils ont injecté d'énormes doses d'aluminium à des souris et ils ont constaté que la maladie, ils sont les seuls à trouver au monde et en réalité due à une prédisposition génétique chez la souris. Mais attendez, on y reviendra après. Puis Étienne poursuit en disant... Il me semble que cette étude, cette enquête, cette partie de vie passée à découvrir ça et à chercher à en avoir le cœur net d'un médecin devrait conduire à des vraies enquêtes sérieuses. Et au lieu de ça, on les a pas. On sourit comme tu souris, comme si c'était un charlatan. Les effets secondaires, si tu les testes pas, tu les as pas. Oui. Mais c'est parce que tu les as pas testés, c'est parce que tu n'as pas fait d'enquête. Mais l'absence d'enquête, Jordan, devrait t'allumer un warning en disant comment ça se fait qu'on fasse pas d'enquête? Mais c'est ce qui se passe en réalité. Régulièrement, il y a des experts qui font le point sur toutes les études disponibles sur le sujet, et même sur les études de Gherardi. Il y a le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale en 1999, et dont le premier rapport a traité de la myofasciite à macrophages. Puis ils sont encore penchés sur la question en 2002, en 2003, en 2004 et en 2008. Il y a eu aussi l'Académie nationale de la médecine en 2012, le Haut Conseil de santé publique en 2013, et enfin l'Académie nationale de pharmacie en 2016. Donc, dire... devrait conduire à des vraies enquêtes sérieuses. Et au lieu de ça, on les a pas. On sourit comme tu souris. C'est un petit peu exagéré. Bref, le lien entre les sels d'aluminium et l'apparition de la myofasciite à macrophages n'est toujours pas établi, malgré tous les travaux disponibles partout dans le monde entier. Rendez-vous compte, cette maladie, elle a été citée et trouvée uniquement par les équipes de Gherardi. Comme dirait Étienne... ça devrait allumer des warnings. Et sans oublier que les symptômes de cette maladie, ils sont extrêmement vagues et on pourrait les attribuer à plein d'autres pathologies. Mais non, Gherardi, lui, il a décidé que c'était ça, c'est les sels d'aluminium, c'est ça, c'est sûr. Et pour finir, quand Étienne me dit... qui ont peur, non pas de tous les vaccins, il n'est pas du tout anti-vaccin. Il dit... Oui, c'est ce qu'ils disent tous en général, mais bon, peu importe. Justement, on dispose d'un cas d'école, celui du Japon. En 1947, avant que le vaccin contre la coqueluche soit disponible, il y avait environ 100 000 cas de coqueluche par an. En 1970, grâce à l'apparition du vaccin, le nombre de cas a été réduit environ une centaine par an, ce qui n'est pas rien. Sauf que suite à de nombreuses actions de groupes anti-vaccins, qui ne sont pas anti-vax, très bien, le pays a abandonné la vaccination. Le nombre de cas, il est passé à plus de 1300 à la fin des années 70. La vaccination contre la coqueluche a donc de nouveau été rendue obligatoire en 1981. Et aujourd'hui, au Japon, cette maladie a pratiquement disparu. Voilà ce que ce genre de livre, basé sur l'émotionnel et la peur, peut engendrer à l'échelle d'un pays. Donc, en réalité, j'aurais pas dû sourire, j'aurais dû pleurer. Les militaires de l'opération sur la guerre en Irak qui ont été vaccinés massivement. Il y a eu une opération de vaccin avec de l'aluminium et ils ont, dans des proportions spectaculaires, été affectés par la maladie de l'aluminium qui s'appelle la myofasciite à macrophages. Alors oui, ça c'est vrai. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe. Et à l'heure actuelle, ce syndrome n'a toujours pas trouvé d'explication
complète. Et surtout, il est reconnu comme multifactoriel. D'après les enquêtes et les études, je vous mets tous les liens en description, cette maladie, elle a pu être due à plusieurs choses, plusieurs facteurs. L'exposition des troupes en Irak à de l'uranium, elle a aussi pu être due à la vaccination, mais à ce jour, il n'y a toujours aucun lien de causalité démontré, établi, entre les sels d'aluminium présents dans les vaccins et ce syndrome. Mais surtout, si c'était une piste sérieuse, on aurait vu une explosion de ce syndrome partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, la dernière piste qui a été analysée, c'est l'exposition à des gaz de combat. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, que cette exposition à des gaz de combat soit au moins en partie responsable de ce syndrome. Vous voyez, quand on creuse une affirmation qui à la base paraît simple, crédible et surtout foutrement efficace, on se rend compte que malheureusement, c'est pas aussi simple que... C'est à cause des vaccins. Mais donc toi, Étienne, t'es pour la liberté vaccinale. Mais oui, il faut que les gens... Au moins, tu les forces pas. Si les gens ont envie de se vacciner... Mais le vaccin ARN, il n'est pas obligatoire. Alors, Jordan, il va y avoir un passeport sanitaire. Alors là, je vous le cache pas, concernant les inquiétudes d'Étienne Chouard à ce sujet, je suis plutôt d'accord. C'est un sujet politique qui est extrêmement complexe, mais en pratique, la plupart de ces dispositions sont déjà mises en œuvre depuis des dizaines d'années. Le fait de se vacciner pour se déplacer dans un pays étranger, ça existe déjà. Le fait d'être vacciné pour aller à la crèche, ça existe déjà aussi. Je sais que certains peuvent voir ça comme une forme de chantage, et je peux le comprendre. Calme-toi. Mais d'un point de vue purement sanitaire, c'est plutôt cohérent. On permet des activités en limitant la casse sanitaire derrière. Mais en effet, une fois mis le doigt dans ce genre d'engrenage, surtout pour aller au resto, je trouve les inquiétudes d'Étienne Chouard plutôt légitimes. Ça se discute. Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, et c'est pas discret, c'est publié dans le Lancet. Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse. Oui. La science, affligée d'études avec des échantillons réduits, d'effets infimes, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants. Alors là, j'ai merdé. La seule chose que j'ai trouvé à répondre, c'est ça. Là, il met en lumière ce qu'on appelle le publish or perish. Et les effets de ça. Mais c'est une problématique qui est connue dans le domaine scientifique depuis des dizaines d'années. C'est pas nouveau. Mais ce dont il parle là, je vais caricaturer un peu, ce dont il parle là, les études qui sont pas bonnes, qui sont foireuses, c'est des études qu'on retrouve dans Voici, dans Femme Actuelle. Dormir sur le côté gauche favorise de 10%. Putain, mais ferme-la, ferme-la. Non, là j'aurais dû me poser, respirer et prendre un petit peu de recul par rapport à cet argument. J'aurais dû me poser une simple question. Est-ce que l'argument des citations pour démontrer que toute la science est corrompue, qui est en apparence une objection, un argumentaire très puissant, est-ce que cette citation peut être utilisée pour défendre d'autres croyances complètement loufoque? Est-ce que cette citation peut être utilisée pour défendre la théorie de la Terre plate? Est-ce que cette citation peut être utilisée pour défendre l'homéopathie ou la négation du réchauffement climatique? La réponse, vous la connaissez, c'est oui. Et c'est comme ça que j'aurais dû prendre le problème. Quand un argument vous paraît cohérent et fort pour démontrer la véracité d'un phénomène, demandez-vous toujours si l'argument en question peut être utilisé pour défendre d'autres théories qui vous paraissent loufoques. Si la réponse à cette question est oui, ça veut dire que l'argument en question n'est pas aussi pertinent qu'il n'y paraît. Ça veut pas dire qu'Étienne Chouard a tort, attention. Ça veut pas dire non plus que j'ai raison. Ça veut juste dire que l'argument n'est pas pertinent. Car avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas forcément avoir raison. J'ai fait une petite vidéo très courte qui explique en détail ce que je viens de vous dire avec un cas concret. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Vous allez voir, c'est dingue, c'est vraiment rigolo. Alors qu'est-ce que je reproche à Étienne finalement? Parce que dans l'absolu, ses peurs, ses questionnements sont tout à fait légitimes et compréhensibles. Mais le problème, c'est que la plupart des affirmations qu'il distille tout au long du débat, pour défendre son point de vue, sont des affirmations au mieux simplifiées, au pire fausses. Et je considère personnellement qu'aujourd'hui, avec la crise qu'on est en train de passer là, il faut faire super attention à ce qu'on raconte. Parce que balancer une fake news, ça prend quelques secondes, c'est super facile, mais vérifier l'information en question et la débunker, ça prend des heures, parfois même des jours. C'est un travail monstrueux. Et vu le nombre de fake news qui pullulent sur internet depuis cette crise sanitaire, on n'a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin. Et je parle des fake news qui sont distillées un peu partout, mais ça concerne aussi bien les médias dominants que les sites complotistes alternatifs. Les deux, c'est la même merde. Il y a des abus des deux côtés. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement?